Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une très belle journée pour les indices actions en Europe notamment. C'était compliqué en Asie ce matin, c'est encore hésitant à Wall Street, mais en Europe, la journée a été très belle avec des hausses de 2 à 3% pour les indices européens. Le CAC gagne plus de 2% ce soir et clôture pour la première fois de l'année, pour la première fois depuis un an, au-delà des 5900 points. Le DAX à Francfort a même encore surperformé la performance du CAC avec une hausse de plus de 3%. Des marchés européens qui s'affranchissent des hésitations américaines. On voit le Nasdaq qui est encore à la traîne aujourd'hui, avec toujours le problème des taux longs qui restent à des niveaux relativement élevés. En absolu, 1,60 sur le 10 ans américain, ça paraît n'être pas grand-chose, mais oui, le mouvement, la vitesse du mouvement a quand même été rapide et il faut digérer cette séquence de remontée des taux qui pénalise les valeurs les plus richement valorisées. On en trouve beaucoup au sein du Nasdaq qui est donc à la traîne encore aujourd'hui. Parmi les annonces du jour, le bal des introductions en bourse avec OVH, le spécialiste français européen du cloud et des services associés qui confirme sa volonté d'entrer en bourse. L'information a été confirmée par un porte-parole de l'entreprise. Rappelons qu'OVH a été valorisé il y a un temps lointain en 2016 à plus de 1 milliard d'euros. Donc on peut imaginer une valorisation qui a sans doute augmenté très largement ces dernières années. Deliveroo, lui, est à un stade encore plus avancé puisque le groupe a publié ses premiers documents en vue de son introduction en bourse qui a été confirmé en fin de semaine dernière et qui aura lieu sur la place boursière de Londres. Et puis des rumeurs autour d'une introduction en bourse concernant les activités d'énergie renouvelable de l'italien Eni. C'est un des grands thèmes de marché. Est-ce que les grands groupes pétroliers, les énergéticiens doivent mettre en bourse leur partie verte, leur partie renouvelable? Pour Total, c'est non à ce stade. Ça a été répété à nouveau par le PDG Patrick Pouyanné ce matin. En revanche, Eni a, semble-t-il, l'intention de procéder à une telle scission et une introduction en bourse de ses activités renouvelables qui pourrait être valorisé 10 milliards d'euros selon une source citée par l'agence Reuters. Et puis à propos d'introduction en bourse, on se focalisera dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur les levées de fonds. Elles ont été très nombreuses l'an dernier, notamment sur le marché parisien, sur Euronext, avec des montants levés qui ont progressé de 50% par rapport à l'année 2019. Le début d'année 2021 montre qu'on est parti là aussi sur une dynamique très forte en termes d'augmentation de capital. On fera le point avec Cécile Aboulian, la responsable de l'analyse financière de Roland Corporate, qui sera avec nous en plateau et en direct à partir de 19h15. Très belle séance pour les actions européennes qui confirment un momentum qui leur est favorable depuis quelques semaines. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,08% à 5 902 points. Le vote du plan de relance de 1 900 milliards de dollars par le Sénat aux États-Unis alimente les espoirs d'une reprise économique de part et d'autre de l'Atlantique. Les sénateurs ont cependant ajouté plusieurs amendements au projet, ce qui oblige le plan de relance à repasser à présent devant la Chambre des représentants. En cause, le montant des aides aux chômeurs que les républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars où prendront fin les aides actuelles. En Chine, les exportations progressaient de 60% sur un an au mois de février, une progression record qui s'explique par la faiblesse de l'activité en Chine début 2020 avec le début de la pandémie, mais aussi par la demande en hausse de nombreux pays en masques, en produits médicaux ou encore en matériel pour assurer le télétravail. Une progression donc qui porte l'excédent commercial chinois à 103 milliards de dollars. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange ce soir aux alentours des 68 dollars après avoir atteint 70 dollars en séance aujourd'hui. Une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP de ne pas augmenter sa production au mois d'avril, mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites, couplée à la décision de l'Arabie Saoudite de diminuer de son côté sa production au mois d'avril également. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression donc des cours du pétrole font craindre à plusieurs analystes de nouvelles poussées inflationnistes
alors que les rendements obligataires continuent à évoluer à des niveaux élevés de leur côté. Le taux à 10 ans américain est aux alentours des 1,60% depuis ce matin. En ce sens, le milieu de la semaine sera crucial pour les investisseurs avec le conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra jeudi et la publication de l'inflation américaine qui sera publiée mercredi pour le mois de février. Côté valeurs, à présent à la Bourse de Paris ce soir, les États-Unis et l'Union européenne ont accepté de suspendre leur surtaxe douanière en lien avec le conflit qui les oppose sur le sujet des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Cette suspension de 4 mois portera sur 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis, comprenant notamment des produits alimentaires et des spiritueux. Une annonce qui devrait bénéficier dans les prochains jours encore à plusieurs valeurs françaises de l'aéronautique, évidemment, comme Airbus ou Safran qui en bénéficient ce soir, mais aussi aux valeurs concernées par les taxes, à défaut d'être concernées par le conflit, comme Pernod Ricard, Rémy Cointreau ou encore LVMH. Et dans les secteurs aériens, toujours, on notera que Airbus annonce 81 annulations nettes de commandes et 53 livraisons sur la période de janvier à février. Du côté des actualités, toujours, Veolia a annoncé aujourd'hui que l'entreprise fera bientôt une nouvelle proposition à Suez afin de trouver des solutions dans le conflit qui les oppose. Suez qui a réitéré de son côté sa proposition de négocier. En attendant, Veolia a fait savoir qu'il bloquerait toutes les cessions stratégiques qui pourraient être envisagées par Suez. À la clôture ce soir, on notera que les plus fortes hausses sont signées Unibail Rodamco Westfield qui gagne environ 8%, Stellantis qui gagne environ 6%, mais également Safran et Airbus qui gagnent toutes deux environ 5%, tandis que les plus fortes baisses sont signées Total, moins 0,13%, Téléperformance, moins 0,13%, Pernod Ricard, moins 0,8% ou encore Dassault, moins 0,6%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des créations d'emplois en France au 4e trimestre ainsi que du PIB en zone euro au 4e trimestre également. Côté entreprise, Devoteam, McPhy Energy ou encore Elis publieront leurs résultats annuels. En Allemagne, Continental ou Deutsche Post publieront également leurs résultats. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous ce soir, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bienvenue à Alain Pitous également, le directeur de la finance responsable d'Ophi Asset Management. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et Yves Maillot qui nous accompagne également pendant ces 45 minutes de discussion de marché. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de YAM Capital. L'ambiance de marché, semble-t-il, est favorable à l'Europe. En tout cas, les marchés actions européens semblent tirer le mieux leur épingle du jeu dans un environnement de marché qui est un peu plus heurté depuis quelques semaines. On commande jour après jour la remontée des taux longs américains qui ne se dément pas encore aujourd'hui puisqu'on est toujours proche de 1,60 sur le 10 ans américain. On va dire le nouveau record atteint dans cette séquence post-crise pandémique. Pourquoi est-ce que l'Europe aujourd'hui semble recueillir un peu plus d'intérêt que les autres zones du monde ? C'est clairement sa composante cyclique, pondération importante de valeur des côtés. Bref, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé ces dernières années sur les marchés actions, en particulier d'ailleurs depuis un an, puisque là je crois que si on regarde le CAC 40, on va fermer tout prochainement le gap qu'on a creusé au moment du déclenchement de la crise et de son impact sur les marchés. Donc ça fait à peu près une temporalité d'un an. Quand on fait un peu un flashback, on a eu une formidable surperformance. Après, il faut le rappeler quand même, des années de surperformance de la croissance, des valeurs non technologiques, de tout ce qui bénéficie de la baisse des taux d'intérêt à long terme. Et tout ça s'est même accéléré sur la fin d'année 2020, jusqu'à, rappelons-nous, la séance du 9 novembre, 11h30 GMT d'ailleurs, pour être très précis, et c'est pas une coquetterie. On a eu des formidables, programmes d'achat et le démarrage d'un rattrapage de ce qu'on appelle la value. Et en fait, quand on regarde les compositions sectorielles entre les deux parties de l'Atlantique, on a clairement en Europe, sur le marché français tout spécifiquement, beaucoup plus de valeurs délaissées, bancaires, poids des pétrolières, on voit Total dans son impact dans le CAC 40. Bref, tout un ensemble de valeurs et un poids en contrepartie du segment technologique beaucoup plus faible au niveau de l'Europe en entier, qui explique en fait finalement sur ces séances de rattrapage
du style value, eh bien, une surperformance de l'Europe. Alors, à mon sens, on a eu une première phase de rattrapage qui a donc démarré début novembre, qui s'est largement... Le 9 novembre, c'est l'annonce du vaccin Pfizer. Alors voilà, c'était... Et voilà, notamment l'efficacité de la première estimation d'efficacité du vaccin Pfizer. Effectivement, j'ai oublié de le dire, et c'était l'effet déclencheur finalement de ce démarrage de rattrapage qui s'est clairement exprimé très fortement pendant un mois. On a eu un petit comeback quelque part et donc un rééquilibrage avec de nouveau une surperformance des valeurs technologiques croissantes sur la fin d'année jusqu'au début du mois de février. Oui. Et puis là, on a une deuxième séquence. Donc c'est la deuxième vague. Là. C'est la deuxième vague qui pourrait d'ailleurs peut-être bientôt s'arrêter en termes de performance relative, en tout cas, tout ça étant quand même adossé à des liquidités qui permettent au marché dans son ensemble de progresser finalement, quelles que soient les news. Et il ne serait pas du tout étonnant d'avoir une troisième séquence à mon sens, d'ici la fin du semestre, donc qui permet à l'ensemble du marché de monter, mais par vagues successives, de créer un effet de surperformance de la value versus la croissance, pour être très schématique, et donc de favoriser l'Europe. Voilà. Donc là, je crois que c'est vraiment la bonne période pour avoir cette surpondération en valeur européenne. D'un point de vue tactique, si on se projette un peu plus loin, tout ça ne me semble pas du tout forcément pérenne, mais pour l'instant, je crois que c'est quelque chose qui intervient à un moment donné où, après des années de très fortes contre-performances, en particulier des valeurs bancaires, quand on regarde les valeurs bancaires en zone euro, ont accumulé une contre-performance, et c'est quelque part, non pas une rotation, parce que globalement, les valeurs technologiques vont garder de la performance, les valeurs de croissance aussi, les valeurs de qualité, mais quelque part une redistribution, une forme de rééquilibrage, et de retour à une forme de retour à la moyenne pour ces valeurs qui ont été trop massacrées, même si pour un certain nombre d'entre elles, les challenges à long terme sont toujours là, à mon sens. Mais voilà un petit peu l'explication de la surperformance, à mon sens, de l'Europe et qui s'exprime pleinement ces dernières séances, en fait. Bon, Olivier Ringard, Alain, tour de table sur cette analyse de marché, ce sweet spot peut-être pour les actions européennes. Est-ce que c'est un moment qui peut durer ? Comment on explique à nouveau l'idée que l'Europe recueille peut-être aujourd'hui un peu plus d'intérêt que d'habitude ? Parce que c'est vrai que sur la partie macro, on est très focalisé sur la croissance américaine, les chiffres d'emploi très forts de vendredi, le plan de relance, là, ça y est, qui va enfin être délivré avec les premiers chèques envoyés aux États-Unis dans les prochaines semaines. Rien de tout ça en Europe, j'ai envie de dire, à ce stade, Olivier. Rien de tout ça, pas tout à fait. On a quand même plusieurs éléments qui permettent de soutenir la croissance économique européenne. Premièrement, l'économie européenne surprend quand même positivement depuis quelques mois, malgré des mesures de restriction d'activité qui ont été assez fortes et qui restent assez présentes sur le continent européen. Et on voit pourtant que la confiance des entreprises dans le secteur manufacturier est quasiment au même niveau que la confiance des entreprises américaines. Donc on voit une dynamique européenne qui est somme toute sur le côté manufacturier assez solide. C'est différent du côté du secteur des services, et c'est là que la vraie différence se fait entre les États-Unis et l'Europe, puisque le secteur des services européen, lui, continue de se contracter alors qu'il est très puissant du côté de l'économie américaine. Donc, premier élément, une croissance européenne qui n'est pas si mauvaise que cela. Deuxième élément, la politique monétaire, qui reste très accommodante en zone euro. Et on a vu au cours de ces derniers jours des déclarations de banquiers centraux européens, et en particulier du gouverneur de la Banque centrale française, nous dire que la Banque centrale européenne pourrait intervenir si jamais les tensions sur les taux longs se faisaient trop fortes. Cette déclaration est intervenue après une tension de 30 points de base sur le 10 ans allemand et de l'ordre d'une vingtaine ou d'une trentaine de points de base également sur le 10 ans français. Donc on voit bien que la Banque centrale européenne est très présente et veut rester très présente. Donc ça, c'est le deuxième élément de soutien. Et puis le troisième élément de soutien, c'est la perspective d'une amélioration future et d'une très nette amélioration future, puisqu'on voit que les campagnes de vaccination aux États-Unis sont très avancées. En Europe, commencent à accélérer. Les investisseurs sont déjà en train de se projeter sur le coup d'après, le moment d'après, où dans 6 mois, on sera peut-être dans une phase d'euphorie économique en zone euro, au moins temporaire, mais sans doute dans une phase d'euphorie où la croissance économique de la zone euro va être très 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 forte et va surprendre positivement. Le secteur des services va se réouvrir et ça va participer à un soutien fort de notre économie européenne. Donc,
on a quand même des raisons pour lesquelles les marchés européens se portent bien aujourd'hui. Et ce narratif-là, sur l'Europe, il n'a pas été encore joué de la même manière qu'on a pu le jouer, par exemple, sur les États-Unis, Olivier ? Il est en train d'être joué d'une certaine manière. On est rentré dans cette deuxième phase. Peut-être qu'on va connaître une troisième phase un peu plus tard, mais on est très clairement entré dans une deuxième phase qui bénéficie au marché européen et qui bénéficie d'autant plus au marché européen qu'aux États-Unis, les tensions sur les taux longs là sont plus fortes, plus puissantes, avec une banque centrale américaine qui est très stoïque pour l'instant et un poids des valeurs de croissance qui représente une part importante du marché américain, qui a besoin de digérer cet ajustement sur les taux longs. Oui, c'est ce qui est peut-être un peu nouveau là, dans le schéma de marché qu'on constate depuis quelques semaines, Alain. C'est qu'avant, il y avait l'idée du rattrapage effectivement des segments massacrés. Mais là, on a en plus la baisse des valeurs stars. C'est-à-dire qu'on a des baisses de 10-15%. Apple a perdu 15%. Tesla, c'est peut-être moins 30 et plus par rapport au point haut qu'on marquait encore en début d'année. Le Nasdaq était encore sur des records il y a moins d'un mois. Et là, pour la première fois, entre guillemets, on voit une phase de correction du Nasdaq, puisque l'indice a perdu 10% et même effacé ses gains depuis le 1er janvier. Ça, c'est assez nouveau, on va dire, dans le panorama. Il se retrouve sur deux signaux techniques à noter. C'est-à-dire que des signaux techniques tout simples de tête-épaule, classique, avec si ça accélère la baisse, ça peut être assez rapide et assez fort. Et un signal sur les semi-conducteurs aussi qui ont baisser un peu plus que les autres, donc ça allume des petites lumières, mais enfin ça fait tellement de fois qu'on allume des petites lumières sur ces marchés que on va mettre ça de côté. Effectivement, il y a un décalage qui s'est fait. Alors après, je pense qu'il y a deux choses. On parlait de novembre tout à l'heure, je crois qu'on était à des niveaux historique de sous-performance, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que ça n'était pas arrivé des écarts aussi importants entre les grandes valeurs de croissance et ces grandes valeurs de deep value, en fait, décotées, avec des croissances un peu plus faibles, avec une indexation un peu sur les taux qui n'arrêtait pas de baisser, avec des risques de déflation, etc. Donc, qui était quand même vraiment sous-performante depuis très longtemps. Je pense qu'on a rattrapé une partie de ce retard. Très rapidement, assez classiquement sur les marchés. C'est-à-dire que quand les marchés se mettent à jouer quelque chose, ça va assez vite. Et si on se rappelle bien, la première phase, les valeurs dites de croissance ou même les belles valeurs qu'on évoquait, les LVMH, Co, ne bronchaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce phénomène de on a assez baissé, on veut notre part aussi de la part des... C'était le rattrapage, c'était pas la rotation. C'est ça, c'était un vrai rattrapage. Là, il y a un petit peu plus de rotation. Alors, je ne sais pas si les gens qui sortent des valeurs de techno sont en train d'aller sur ce type de valeurs. Enfin, en tout cas, il y a ce phénomène un peu de rotation. Mais après, je vous rejoins, c'est-à-dire que si on se projette un peu, donc on va avoir une période, je pense, qui est assez compliquée parce que on anticipe effectivement que ça va mieux sur les marchés. C'est vraiment une anticipation très forte, avec une anticipation forte sur le marché américain, encore plus forte même de rebond de l'économie, avec un peu de testostérone à coût d'1 milliard, 1 trilliard 9. Donc c'est quand même juste monstrueux. C'est des chiffres inimaginables. Donc on a cette croissance qui va être boostée. Qui joue favorablement aussi sur les devises, c'est-à-dire que favorablement pour le marché européen, avec un euro qui a tendance à baisser un petit peu, ce qui va nous aider aussi dans la phase de reprise. Mais on va être dans cette phase un peu de doute, je pense, qui va durer quelques semaines, avec qu'est-ce qui peut se passer sur les taux. Et après, passer la deuxième partie de l'année, passer la première moitié de l'année, on va se retrouver peut-être avec à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. C'est-à-dire que si la croissance repart gentiment, que les taux ne montent pas plus que ça, que l'inflation repart pas plus que ça, on va peut-être avoir de nouveau où sont les croissances, où sont les business models intéressants. On se demandera si on a vraiment changé de paradigme. Oui, c'est parce que on est quand même aussi, on vient de faire 10 ans avec ce paradigme-là, donc il y a une partie du marché qui va pas se contenter rapidement de voir des Tesla à 300 ou 400 $ de leur cours maximum, de leur plus haut. Donc voilà, il va y avoir une phase comme ça un petit peu donc de doute, d'aternoiement un peu, je pense. Puis aussi, on va voir ce qui va se passer sur les taux. Je pense que la clé des marchés, c'est quand même les taux américains. La dernière fois que j'étais venu, on disait, parce qu'effectivement, on a fait toute une période où on parlait aux gérants et ils ne s'intéressaient absolument pas aux taux. C'était pas un sujet. Bon, les spécialistes, les gérants diversifiés avaient toujours une poche importante sur leur partie taux, donc étaient forcément intéressés, mais c'était pas le sujet clé.
Et là, ça rebruise de nouveau de la courbe des taux, les niveaux des taux US, le niveau des taux européens qui reprend un peu de traction. C'est vrai qu'il fallait vraiment être un ultra spécialiste pour parler des taux allemands depuis quelques années quand même. Hein. Les niveaux de taux atteints étaient tellement faibles et puis ça bougeait pratiquement plus. Donc il y avait ce phénomène, quoi. On peut changer de paradigme pendant quelques temps. Ouais, c'est un peu l'idée du moment. Alors, allons-y sur les taux longs. On rentre à nouveau dans la séquence Banque centrale, BCE cette semaine, réunion de la Fed la semaine prochaine. Yves, est-ce que ce mouvement peut encore se développer ? Olivier Rajard le rappelait. Jusqu'à présent, la Fed est resté très, très stoïque. Hein. Jérôme Powell est impassible et donne plutôt même l'impression de donner son assentiment à l'idée que oui, les taux peuvent repricer encore un petit peu de croissance et d'inflation. Ça ne les dérange pas. Je pense que le banquier central moi, je crains qu'il ait de plus en plus de mal à maîtriser la situation, mais pour l'instant, feignons de montrer qu'on maîtrise. Et ça passe par le langage. Là, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a quand même une accélération de l'appréciation de l'inflation des actifs, du prix des actifs, donc de la bourse. Et finalement, jusqu'à présent, je pense que ça arrange plutôt Powell, effectivement. C'est-à-dire, on évoquait les technologiques, des appréciations parfois délirantes, des accélérations même d'appréciation. Le fait d'avoir cette correction pour l'instant sur le Nasdaq qui va peut-être s'arrêter là, peut-être aller un peu plus loin, finalement c'est une bonne chose. Ça chauffe, on essaye de refroidir. Alors il y a un point de, comment dirais-je, un point limite qui peut devenir gênant sur la pontification de la courbe des taux et sur les taux nominaux eux-mêmes. Et on n'en est manifestement pas tout à fait là, on s'en rapproche. Donc pour l'instant, je dirais que c'est plutôt le bienvenu pour Powell. Il n'agit pas, mais le marché agit pour lui. Alors, le point crucial derrière tout ça, c'était prononcé, tout à l'heure, on parle des taux, mais c'est l'inflation. Je crois qu'à plusieurs reprises, on en a parlé par le passé. Le vrai problème qui va se poser pour tous les banquiers centraux à l'avenir, je ne sais pas quand, c'est quand l'inflation, mais la vraie inflation, redémarrera vraiment. Et là, on aura vraiment un gros problème à pouvoir poursuivre ce type de politique. Quand je dis la vraie inflation, c'est qu'à mon sens, là, le marché se fait un peu de soucis, en tout cas, c'est le narratif, parce qu'effectivement, on a un effet de base là qui va commencer à s'exprimer sur les indices de prix. N'oublions pas qu'il y a pile un an, là on était dans le plongeon, la crise Covid, ses conséquences. C'est le miroir du trou d'air qu'on a vécu l'an dernier. Absolument. Donc là on va avoir des effets de base qui vont nous, pendant quelques semaines et mois, nous donner des indices de prix qui nous montrer une inflation apparente. Et puis on a objectivement aussi cette inflation, cette headline inflation qui va venir de l'augmentation du prix de l'énergie, des matières premières, bref. On a une économie qui redémarre dans certaines parties du monde, un problème d'offre sur un certain nombre de matières premières et donc des prix qui ont formidablement augmenté depuis un an là aussi. Donc on a des effets apparents d'inflation qui, assez logiquement, font réfléchir les marchés en se disant mais là est-ce qu'on n'est pas parti, et puis il faut rajouter ces stimulus très 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 massifs aux États-Unis avec de l'aide aux consommateurs, des possibilités de relèvement des salaires. La vraie inflation, c'est ça. Rappelons que c'est le mécanisme salaire, prix, salaire, etc. On n'en est pas du tout là, à mon avis. Enfin, en tout cas, de façon globale. Mais c'est le sujet qui mettra, je crois, là, un vrai point d'arrêt à toute cette séquence qui était très, très longue. Voilà. Et pour l'instant, les marchés, après cette hausse formidable du prix des actifs en bourse, se pose légitimement la question, et c'est un bon argument pour qu'on ait un coup d'arrêt à ce qu'on a connu pendant de nombreux mois. Et puis pour l'instant, je dirais que ça fait le jeu de la Banque centrale américaine. Ouais, vous dites Powell est assez content, en termes de risk management, laisser le marché faire les choses à sa place, c'est très confortable pour lui. Mais il faut le gérer de façon, il y a un fine-tuning là dans les propos. Alors il y a une réunion dans pas longtemps, donc ça tombe bien. Encore une fois, je crois que c'est quand même
peut-être jouer avec le feu. Mais voilà un petit peu, moi, la façon dont j'analyse les choses aujourd'hui. Est-ce que c'est une prise de position risquée de la part de la Fed, effectivement, de dire au marché qu'on est confortable avec la remontée des taux à ce stade? Il y a les taux réels qui remontent aussi. Enfin, les anticipations d'inflation ont monté. Après, on regarde au microscope. Mais la prime de terme aussi du 10 ans américain remonte. Ça montre quand même que tout ce que décrit Yves Maillot, il y a de l'incertitude sur le long terme, sur ce qui se passera en matière de politique monétaire, de régime d'inflation pour demain. Powell le voit bien, évidemment. Pour l'instant, il a décidé de pas siffler la fin de la récré. Comment vous évaluez cette approche, sachant que dans 15 jours, il a quand même un rendez-vous avec les marchés, avec le comité de politique monétaire? Olivier. Rendez-vous avec les marchés, on verra, on va voir ce qui se passe d'ici là. Mais quand on regarde un peu l'histoire de ces 20 dernières années sur les taux américains, on s'aperçoit que généralement, les mouvements d'ajustement des taux longs sont des mouvements qui sont assez rapides, oui. Premièrement. Et deuxièmement, quand on regarde le mouvement moyen, on est entre 120 points de base et 150 points de base. Ce qui vous donne, si vous considérez un point bas de 0,50 l'année dernière, ce qui vous donne une cible de 10 ans américain autour de entre 1,70 et 2% au cours des prochaines semaines. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, peut-on aller au-delà et bien au-delà? Aller au-delà, pourquoi pas, parce qu'on peut avoir de la spéculation à très court terme avec des hedge funds qui se mettent massivement vendeurs d'obligations du Trésor américain, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, ils sont plutôt neutres et donc ça peut pousser le mouvement de taux long un peu plus loin que escompté. Est-ce qu'on peut aller bien au-delà? Je pense qu'après, c'est la question du régime économique de demain. Sommes-nous dans un régime économique où on a autant de croissance qu'avant, mais un peu plus d'inflation qu'auparavant? Dans ce cas-là, ça peut justifier d'avoir des taux longs qui iront un peu plus loin, avec des courbes de taux d'intérêt qui retrouveront ce que l'on a connu au cours des années précédentes, donc 200 points de base, 250 points de base de courbe des taux, ce qui signifie un taux 10 ans américain qui peut monter à 2,50. Mais je pense qu'on en est très loin. Ouais. Le court terme, c'est va-t-on aller vers les 2%? Probablement. La Banque centrale américaine est-elle en train de prendre des risques? Je ne pense pas. À court terme, je ne pense pas qu'elle prenne des risques. Je pense qu'elle est, elle est d'abord confortable avec ce qui se passe et elle restera confortable aussi longtemps qu'on n'aura pas de durcissement des conditions de financement. Et pour l'instant, on n'observe pas de durcissement des conditions de financement. Les spreads de crédit ne se détériorent pas, les marchés d'actions restent très résilients. Certes, le Nasdaq a perdu 10% après en avoir pris 100 au cours de ces derniers mois. Donc, je pense que tout ça est une respiration bien normale. Et puis le deuxième élément, c'est le fait que la Banque centrale américaine n'a sans doute pas envie de prendre le risque de se mettre en face du marché. Et sachant qu'aujourd'hui, l'État américain est émetteur de dette de manière considérable, l'État américain doit financer des plans de relance dont on a parlé, qui sont massifs. Et donc la Banque centrale américaine ne va sans doute pas prendre le risque de mettre en place un contrôle de la courbe des taux en essayant de cibler le taux 10 ans américain, parce que ça l'inciterait, la pousserait à acheter beaucoup trop d'obligations d'État américaines. Donc le scénario le plus probable, c'est qu'à court terme, elle ne fait rien. Si jamais la situation dégénère, elle essaiera de faire quelque chose, pourquoi pas avec la fameuse opération Twist. On vend un peu de court terme et on achète un peu de long terme. Donc tout ça va se faire normalement tranquillement, avec un peu de tension, mais tranquillement. Ce qui est très nouveau aussi dans les mouvements de marché, vous êtes bien placé pour en parler, Olivier, parce que vous étiez venu début février pour nous dire, chez Neuflize OBC, on a beaucoup réfléchi, les discussions ont été animées, on a renversé notre call sur le dollar. C'est-à-dire que vous voyiez 1,25 fin d'année sur l'euro-dollar, et début février, vous avez renversé le call, la conviction que vous portiez en disant non, ce sera plutôt 1,15. Oui, tout à fait, oui. Et force est de constater qu'un mois après, le marché vous donne plutôt raison, puisqu'on est passé sous 1,19. Non, mais c'est quand même... Si, parce que c'était le consensus des débuts d'année. C'était pas facile de prendre cette décision il y a un mois et demi. Qu'est-ce qui a changé dans la détermination du niveau du dollar aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, on avait à la fois un mouvement de remontée des taux aux États-Unis, mais concomitamment, le dollar baissait. Et puis, c'est vrai que depuis un mois, on va dire, les choses se sont quand même assez nettement renversées. Je pense qu'il y a deux facteurs explicatifs. Le premier, c'est qu'on a encore sous-estimé la croissance économique américaine.
Sur le premier trimestre, la croissance économique américaine reste extrêmement robuste. On le voit sur les indices de confiance des entreprises, on le voit sur le marché de l'emploi. On a également la Banque centrale américaine d'Atlanta qui essaye de calculer en temps réel la croissance du PIB américain. On serait a priori à plus 8%. Le consensus était à plus 4%. Ouais. Ça fait juste quand même un décalage du simple au double. Donc ça montre à quel point la croissance économique américaine est résiliente. Et puis, le deuxième facteur, c'est le différentiel de politique monétaire. Vous avez une banque centrale américaine qui est pour l'instant très stoïque avec la tension des taux longs et le fait que le marché reprice une remontée des taux directeurs à l'horizon 2023. Et vous avez une banque centrale européenne un peu nerveuse face à la tension des taux longs européens et qui dit qu'elle pourrait en faire, ou elle sous-entend qu'elle pourrait en faire davantage si nécessaire. Ces deux facteurs participent à l'appréciation du dollar. Alain Pitou, si vous avez des commentaires, mais je voulais vous amener... Oui, juste sur ça, en fait, moi je pense qu'il faut aussi se rappeler du primat de la politique qui est en train de reprendre le pas aussi aux États-Unis. Et Biden avait deux idées en tête. Un, c'était diminuer les inégalités qui ont créé de véritables problèmes aux États-Unis depuis bien longtemps. Donc il y a une vraie envie de régler ce problème et on voit le plan de la manière dont il se déroule. Et le deuxième point, c'est l'inflation. Et l'inflation, la politique monétaire ne l'a pas réglé, ce problème d'inflation. Donc c'est le budget qui va le régler. Et c'est aussi ce gros choc budgétaire, ce qu'on pourrait penser avec une économie qui repart aussi vite, on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin d'un choc budgétaire de cette ampleur, mais il veut relancer massivement pour régler ces deux problèmes en même temps. Ça surchauffe. On espère que la surchauffe va réchauffer durablement ça va créer un peu d'inflation et va aussi réinstaller cette boucle de salaire, parce que les chèques et les augmentations de salaire qui ne sont pas encore passées, mais qui devraient, on l'espère pour les Américains, repasser, vont essayer de régler ces deux problèmes, avec en plus des infrastructures, un budget qui relance des infrastructures, qui est aussi dans ce sens-là, avec aussi des plans de formation qui sont aussi assez ambitieux sur ce plan-là. Donc on voit que le budget reprend la main. Et c'est quand même une demande aussi des banques centrales. C'est-à-dire que cette demande des banques centrales de se délester un peu du problème, c'est aussi pour ça, je pense que Powell est relativement serein par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il est aussi backé par un budget... Enfin, ça y est, il y a une politique budgétaire active qui vient se mettre en place à côté de la politique monétaire. Qui est articulée avec la politique monétaire. Et c'est aussi la seule manière... qui vont avoir de sortir de ce problème-là, parce que les bilans des banques centrales ont complètement explosé depuis la crise. Donc il y a une reprise en main du politique, et ça je pense que c'est quand même un sujet qui va être important dans les années qui viennent, parce que... Et ça crédibilise l'idée d'un régime d'inflation peut-être différent. Oui, alors après... On avait du mal à y croire quand même. Oui, mais l'inflation... Il y a quelques mois encore. Oui, tout à fait. Oui, on parlait encore de déflation il y a pas si longtemps que ça. Et ça aussi, je pense que c'est une des raisons qui fait que le dollar est reparti comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu ce contre-pied, et je pense que les anticipations se sont vraiment retournées, parce que la croissance américaine va être assez, entre guillemets, explosive. Olivier parlait du premier trimestre, mais peut-être à 10%, 8 ou 10% en rythme annualisé, mais quand ce sera le deuxième ou le troisième trimestre, ce sera encore plus explosif. C'est ça, plus ce plan. Voilà. Et je pense que ça peut créer suffisamment de tensions salariales pour un peu rééquilibrer les choses, pour un peu atténuer ces inégalités. Le point qu'il faut avoir en tête, et je pense que c'est un sujet, c'est quid des résultats des entreprises si elles se retrouvent entamées par ce problème de salaire, et puis par l'inflation aussi, parce que c'est pas toujours facile pour beaucoup d'entreprises de réinjecter de passer les hausses de prix. Voilà. Et puis on parlait des matières premières, ça aussi je crois que c'est un véritable sujet. Bon, oui, mais je voulais vous entendre là-dessus, Alain. La hausse du pétrole. Alors dans les mouvements de marché, évidemment, parmi les valeurs les plus chèrement valorisées, il y a tout le compartiment des valeurs d'énergie renouvelables qui ont baissé, des baisses là aussi de 20-30% pour certaines de ces valeurs. Face à ça, le pétrole qui atteint des plus hauts depuis janvier 2020, on était au-delà des $70 pour le baril de Brent aujourd'hui. Est-ce que la remontée du pétrole, est-ce que c'est bon pour le thème renouvelable, ou est-ce qu'il faut se dire que ce thème-là va peut-être être mis entre parenthèses, boursièrement parlant, j'entends, pour quelques mois à travers cette année 2021? Alors, sur le pétrole, vous connaissez notre spécialiste des matières premières qui vient régulièrement dans vos émissions. Voilà.
au moment où ça tanguait le pétrole, quand il était en train de revenir vers les $20, il nous disait, en fait, depuis un moment, les explorations se sont complètement arrêtées, ou en tout cas ont très fortement diminué. Et on va se retrouver dans quelques mois, si la tendance si l'économie est aussi dynamique qu'elle l'est aujourd'hui et qu'elle a l'air de vouloir l'être, on va très vite se retrouver avec une pénurie de pétrole. Et donc, je ne vous fais pas de dessin, ça peut suffire pour continuer à faire monter le pétrole. Moi, mon call, puisque vous aimez parler de ça, mon call là-dessus, c'est de dire qu'effectivement, un baril de pétrole à $100, c'est très bon pour les énergies renouvelables, parce qu'il y a un phénomène de comparaison de prix qui rend attractif beaucoup de matières premières, enfin beaucoup d'énergie aujourd'hui renouvelable, qui auraient peut-être du mal à émerger avec un baril de pétrole à $20. Et je ne pense pas que ça suffise pour repartir dans l'économie carbonée des hydrocarbures, parce que on le voit et on a des interrogations régulières, on a des échanges avec clients, banquiers, etc. Le financement de l'exploration va être très difficile. C'est-à-dire que les grands plans en Alaska, à côté du Brésil... et même à 70-80 $ le baril, ça ne reprendra pas. Je crois que ça va être très très limité. Donc à partir de là, c'est difficile d'imaginer qu'on reparte... j'allais pas dire comme en 40, mais comme en 2000, avec un baril de pétrole qui, comme en 2008, avait touché 140, avec une euphorie, avec des investissements dans les pétroles de schiste et compagnie. Donc je crois que ce phénomène va jouer, en fait... il y a une raréfaction du pétrole, donc effectivement le pétrole peut monter. Après, il y a un phénomène d'arbitrage qui va être favorable. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'ensemble des matières premières va être sous tension dans les années qui viennent. Alors c'est peut-être pas un call à quelques semaines, mais si on regarde les matières premières agricoles, on commence à avoir des endroits où le réchauffement climatique joue beaucoup. Donc les matières premières montent. Rappelez-vous aussi des émeutes de la faim dans beaucoup de pays, c'était 2007 ou 2008. Donc c'est toujours dangereux d'avoir ça. Après, on a les matières premières liées à la transition énergétique qui vont continuer à être recherchées. Et ce n'est pas des matières premières toujours faciles à aller chercher. Et puis qui sont, comme par hasard, qui demandent beaucoup d'eau. Donc il y a un problème aussi avec l'eau dans ces zones-là, qui ne sont pas forcément des zones très faciles. Donc ça dresse un tableau des matières premières qui n'est pas un tableau où il va y avoir un ralentissement. Alors il peut y avoir... C'est un super cycle que vous décrivez, Alain. Ouais, alors après, le problème, c'est les marchés ne vont pas monter comme ça linéairement. Ils ont quand même fait des super performances. Je crois que depuis le début de l'année, on doit être à 20% sur l'indice des matières premières. Ouais. Bon, c'est quelque chose qui est déjà un peu hors norme, mais c'est une tension qui peut être assez permanente pendant plusieurs années sur les matières premières. J'y crois vraiment assez fortement. Et ça n'enlève rien au thème renouvelable ? Non, mais c'est 20-30% de baisse sur certaines valeurs, non, mais parce qu'en fait, on parlait de ce que faisait l'Europe, qui aussi a une expansion budgétaire qui est tournée vers la transition énergétique. Aujourd'hui, la transition énergétique est en route. Après, il reste 2-3 pétroliers qui pensent que c'est pas possible et qu'ils partiront à la retraite avant que ça soit fini. Oui, probablement, ils seront partis à la retraite ou ils seront fait virer du jour au lendemain, comme certains dans le passé. Mais la tendance est là, tout pousse vers ça. Donc il peut y avoir des soubresauts, évidemment, il y en aura, mais c'est normal. Mais c'est aussi, je pense que c'est sain, il y a eu un moment donné, c'est tamponné vert, donc ça monte, point, quoi. Mais ça, de notre métier de gérant, et nous, on était même un peu déconcertés par rapport à ça, parce que, voilà, à un moment donné, ça rime plus à rien. Donc, on est aussi mandataire pour nos clients, c'est-à-dire qu'on doit quand même faire attention à ce genre de choses. Donc, nous, on peut prendre des bénéfices sur des entreprises vertes. C'est pas un sujet, c'est tout à fait possible. Après, les rotations, la diversification, c'est autre chose. Mais, oui, c'est pas parce que c'est vert que c'est nécessairement bon à tout prix. Toutes les valeurs ont un prix, finalement. Oui, c'est vert et ça peut aussi baisser de temps en temps. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce heureusement en ce début d'année 2021. Sur les matières premières, Yves, si vous avez des commentaires, des remarques à ajouter. Et puis, parlons aussi des cryptos avec vous, puisque c'est un segment de marché qui vous intéresse particulièrement, toujours. Alors, je commence par quelques réflexions, parce qu'effectivement, là, par rapport à cette question, je crois que c'est toujours le problème de la différence du tempo boursier. Bah oui. À quelques semaines, quelques mois, et puis les tendances de fond. Donc effectivement,
Oui, à l'image des valeurs de croissance, voilà, on a une correction sur les valeurs vertes et puis ça va revenir peut-être assez vite d'ailleurs. C'est pas un renoncement des investisseurs boursiers vis-à-vis du thème Après, vert, plus fondamentalement, sur ce qui se passe sur la demande en matières premières, c'est vrai qu'on peut penser aussi, par rapport à notre discussion préalable, qu'il va y avoir des effets de, comme on dit en économie budgétaire, de stabilisation automatique. C'est-à-dire qu'une trop forte tension sur le prix des matières premières et du dollar, puisqu'on parlait tout à l'heure, va aussi probablement à un moment donné calmer la machine, casser la demande, casser la demande, et voilà. Donc, alors tout ça, entre-temps, sur les marchés, du recyclage aussi, c'est-à-dire que quand on arrive à des prix trop élevés, il y a des matières premières qui peuvent être recyclées. Il y a un effort aussi de ce côté. Oui, c'est ça. Et puis il y a, des réflexions me venaient en écoutant Alain Pitous, mais il y a aussi, on parlait de ces matières premières liées à la transition énergétique. Elles demandent beaucoup d'eau, elles demandent aussi beaucoup d'énergie. Donc là, on a une boucle un peu infernale qui fait que là aussi, il faut du béton et du ciment pour mettre des éoliennes en mer. Non, mais voilà. Donc c'est pas aussi schématique et unilatéral qu'on veut bien le faire croire dans nos commentaires quotidiens, etc. Donc voilà. Concernant les cryptos, c'est un autre sujet. Là, on est. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur les cryptos? Il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer de synthétique. Oui, je le répète souvent, il y a deux grands sujets. Il y a la technologie sous-jacente qui amène, alors pour être très général, à une finance décentralisée qui est en train de se développer. Alors c'est quelque chose qui n'est pas bien connu au jour d'aujourd'hui, enfin de plus en plus, de financiers entre guillemets traditionnels. Mais c'est quelque chose d'assez fabuleux quand on regarde les aspects techniques. Après, il y a le sujet de la blockchain. Alors, attendez, j'ai quand même une question, parce qu'à chaque fois, effectivement, et vous faites bien de le rappeler, quand on parle du sujet crypto, vous rappelez à chaque fois la technologie sous-jacente en précisant que le Bitcoin n'est qu'un usage ou une déclinaison. Et avec l'avantage et l'inconvénient d'être la première blockchain la plus connue, la plus... Est-ce qu'on a un exemple, mis à part les cryptos, d'un secteur d'activité qui a été révolutionné aujourd'hui, où la blockchain a été une rupture technologique évidente qui fait que... D'accord. Non, révolutionné, non. Par contre, il y a des blockchains qui s'installent dans certains domaines de l'industrie, progressivement. C'est la forêt qui pousse, ça se voit pas, ça fait pas Voilà, mais ça existe. Ouais. Donc effectivement, Bitcoin, évidemment, ça fait beaucoup plus parler, parce que quand Elon Musk il met 1 milliard et quelques de trésorerie, ou un autre patron de grande... et qu'il gagne beaucoup d'argent, et que le Bitcoin gagne 100% de moins, évidemment, là, on en parle plus facilement. Ouais. Et c'est un peu logique, ça c'est l'effet médiatique. Mais je me dis, si on ne fait pas l'écho d'autres usages de la blockchain, c'est qu'en fait, il ne se passe peut-être pas grand-chose. Les transactions financières vont se faire pour échanger des OPCVM. On commence à mettre en place des blockchains qui permettent de traiter beaucoup moins cher, de manière totalement sécurisée. Donc c'est le business Isness, d'ailleurs ça s'appelle comme ça. C'est une révolution pour ces métiers, ou c'est une évolution ça change. Mais si ça vous change que vous ne passiez plus par des intermédiaires. Oui, je comprends. C'est une vraie révolution. Pour les intermédiaires en question, c'est un vrai Grégoire, c'est une vraie révolution non seulement technologique, mais organisationnelle. C'est ça. Et elle est même, elle effraie, parce qu'on est même sur des changements radicaux de mode de fonctionnement de système. Rien que sur la devise. Alors là, on parle beaucoup de la devise. La devise aussi, une monnaie décentralisée, c'est quelque chose qui est en rupture totale en fait, et c'est bien logique, parce que rappelons que le Bitcoin a été créé, imaginé et conçu après la crise Lehman par des groupes de ce qu'on appelle les libertariens, des gens qui veulent une réduction totale du poids de l'État, voire une disparition de l'État, en tout cas une réduction forte, et qu'on a construit un système qui fonctionne, qui permet justement de réaliser des échanges sans intermédiaire en totale sécurité. Donc c'est ça la technologie blockchain. Alors quand elle s'installe dans des industries, on n'en parle pas, ça n'a rien de révolutionnaire, mais elle a potentiellement ce germe de révolutionnaire quelque part. Voilà un petit peu le sujet. Rien que sur la devise, on a, si on regarde les trois phases, on a d'abord une référence à l'or ou à un métal. Donc on est passé à une référence dollar. En fait, on va résumer tout ça. La période qu'on vient de traverser, c'est une référence dollar. Et le dollar ayant pas joué son rôle, parce qu'en fait, ils l'ont laissé se dévaluer. Un dollar, il y a 50 ans, on pouvait acheter beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Donc, ils ont complètement laissé tomber. Et Trump a probablement bien accéléré les choses. Un peu de politique, quand même. Et là, maintenant, on rentre dans un système totalement ouvert, totalement libre. Alors après, est-ce que ça sera le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, je ne sais quoi. Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, les usages de ces devises vont
complètement être décentralisé, complètement hors État. Et c'est là, pour le coup, c'est une véritable révolution. Ça, si ça arrive, alors ça mettra peut-être 20 ans, mais ça finira comme ça. Bon, Olivier, pour conclure, vous êtes en déficit de temps de parole. Alors, non, mais concluons peut-être sur une allocation d'actifs un peu plus traditionnelle. Mais comment est-ce que vous gérez les portefeuilles de vos clients aujourd'hui? On a commencé cette discussion de marché sur l'Europe. Est-ce que ça se traduit aussi dans les portefeuilles, ce momentum européen, par des convictions un peu plus fortes sur l'Europe par rapport à d'autres zones géographiques? Qu'est-ce qui guide la stratégie d'investissement en ce moment? Aujourd'hui, notre stratégie d'investissement, elle est guidée d'abord par la prise de risque. Et cette prise de risque, elle se reflète par une surpondération de la classe d'actifs actions. Donc ça, c'est le premier message. Et ce message, il reste bien établi et bien assis par une amélioration du momentum économique et puis des espérances de rendement très faibles sur la classe d'actifs obligataires au sens large. Donc même avec les taux qui remontent, ça reste bon pour les actions. On est toujours dans un environnement favorable aux actions. On reste dans un environnement favorable aux actions, même si les tensions sur les taux longs peuvent générer à certains moments des ajustements sur la classe d'actifs actions. Et on peut très bien voir si le taux 10 ans américain continue de monter. Et pourquoi pas flirter avec les 2%, des marchés qui soient un peu plus chahutés. Pour autant, ça ne va pas remettre en cause la tendance de reprise sur laquelle on est assise aussi longtemps qu'on a une amélioration des perspectives économiques. La deuxième manière dont on essaye de jouer cette reprise économique, c'est d'être exposé au cycle qui bénéficie le plus de cette reprise économique. Donc on a changé de manière assez significative notre allocation sectorielle. Il y a de ça un an exactement, on était surpondéré tech, surpondéré santé et on était neutre ou sous-pondéré sur tout ce qui était cyclique. Aujourd'hui, on est surpondéré matériaux de base, industriels, consommation discrétionnaire, financière et on est neutre sur la tech. Ouais. Voilà. Donc on a beaucoup changé notre allocation sectorielle. Pour l'instant, on conserve cette allocation sectorielle qui bénéficie de la reprise cyclique. On se posera sans doute la question de savoir s'il faut revenir ou pas sur la tech à un moment ou à un autre de manière plus agressive, mais pour l'instant on estime que c'est trop tôt, que l'ajustement n'est pas finalisé. Et puis enfin sur la partie allocation régionale, on a été très longtemps surpondéré sur les États-Unis, surpondéré sur les émergents et sous-pondéré sur l'Europe. Pour l'instant, on a conservé cette allocation pour deux raisons. La première, c'est que le dollar s'apprécie. Donc, en euros, bien sûr. Pour l'instant, la performance du marché américain est à peu près équivalente à la performance du marché européen. Et puis, le deuxième élément, c'est que l'allocation sectorielle permet de bénéficier, d'une certaine manière, de cette reprise qui est à l'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché, Planète Marché, chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart avec Olivier Ringard ce soir, Neuflis OBC, Yves Maillot, YAM Capital et Alain Pitous, Ophi Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, ce soir consacré aux levées de fonds. On fait le bilan effectivement d'une année 2020 qui a montré une forte augmentation des levées de fonds sur le marché parisien. On se focalise évidemment sur les marchés d'Euronext avec Cécile Aboulian qui est à mes côtés en plateau, la responsable de l'analyse financière de Roland Corporate. Bonsoir et bienvenue Cécile. Effectivement, vous venez avec des données que vous avez compilées vous-même sur ce que j'ai appelé le boom des levées de fonds. Alors on regarde l'année 2020, on observe évidemment ce qui se passe sur le début de cette année 2021. On se concentre sur les augmentations de capital, c'est-à-dire pas les introductions en bourse, pas le primaire, mais les augmentations de capital de sociétés qui sont déjà cotées. Et 2020 a été une année de très forte progression de ces opérations. Absolument. Sur 2020, il y a eu 50 opérations, soit une hausse de 50% en nombre. En levée, pareil, on est sur un montant levé de 1,9 milliard d'euros. C'est un doublement des montants. Donc, ce qui s'est passé sur l'année 2020, c'est qu'il y a eu une augmentation en termes de volume et il y a eu une augmentation en termes de montant moyen par opération. Ouais. Effectivement, on parle des opérations pas primaires, pas d'introduction en bourse, mais secondaires. Ce sont des opérations qui peuvent être souscrites par le retail, par les particuliers
particuliers, les investisseurs particuliers ou par les institutionnels. Et on a deux grandes catégories d'augmentation de capital, de levée de fonds. Il y a les augmentations de capital avec DPS, auxquelles tous les actionnaires... Droit préférentiel de souscription, voilà. C'est ça? Ouais, exactement, auxquels tous les actionnaires peuvent souscrire. Et il y a des placements privés qui sont souscrits par des institutionnels et qui sont réservés à tous les institutionnels, mais qui ne sont pas souscrites par tous les actionnaires de la société. Est-ce que justement, à travers ces deux grands types d'opérations, là, est-ce que l'année 2020 a été une année particulière en termes d'équilibre entre les placements privés et les placements ouverts à tous, pour dire les choses simplement, Cécile? Alors, en termes de nombre, ça a été un peu équivalent à ce qui s'était passé les années précédentes. En termes de montant, par contre, on se rend compte sur les placements privés, c'est-à-dire les levées de fonds sur lesquelles investissent les institutionnels uniquement, qu'il y a une augmentation des montants investis sur les opérations. C'est-à-dire que les institutionnels étaient intéressés d'investir dans ces opérations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal d'OPA, il y a eu pas mal d'argent disponible. Les institutionnels ont donc désinvesti, ont apporté aux offres avec de l'argent disponible, en plus de la collecte auquel ils ont pu procéder. Donc il y avait de l'argent à investir aussi bien en primaire que dans le secondaire. Ouais. Bon, 50% de hausse des opérations et des montants levés en 2020 sur ces levées de fonds, ces augmentations de capital. Sur quel rythme commence l'année 2021, Cécile? Alors, l'année 2021 est soutenue. Il y a 11 opérations. C'est un doublement des opérations en termes de nombre. Donc, sur les 2 premiers mois, j'imagine, c'est ça? Sur les 2 premiers mois, exactement. Et en termes de montant, on passe de 50 millions d'euros à 300 millions d'euros. D'accord. Mais il y a quelques opérations, puisque le nombre n'est pas élevé, qui viennent biaiser un peu le montant levé. Néanmoins, on voit qu'on est sur un rythme soutenu, que la tendance continue sur les premiers mois 2021. Oui, avec une base de comparaison qui était déjà solide, hein, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir de l'année 2020. Bon, on verra comment tout ça se prolonge. Quels sont les objectifs poursuivis par les sociétés qui mènent ces levées de fonds, qui réalisent ces augmentations de capital, Cécile? Là aussi, vous avez des éléments intéressants, vous avez pu compiler justement les raisons et les objectifs poursuivis, encore une fois, par ces sociétés lors de ces levées de fonds. Exactement, on a fait un travail de relecture des communiqués de presse des sociétés lorsqu'elles font ces augmentations de capital. Alors, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui n'est pas écrit. Nous, on s'est attardé à regarder ce qui était écrit, en tout cas. Et dans les raisons invoquées par les sociétés pour les levées de fonds, il y a, et ça revient de la même façon que les années précédentes, la volonté de se développer d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique, de lever des fonds pour accélérer, prendre des parts de marché. Ça a été le cas pour 40% des entreprises. Et c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut voir dans les années précédentes. On peut citer comme exemple, il y en a plusieurs, mais par exemple Dontnod qui a levé 50 millions d'euros, qui est une petite société éditrice de jeux vidéo qui fait environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est rentable, qui a de la trésorerie nette et qui est sur un marché porteur et qui a voulu donc lever des fonds pour accélérer sur l'internalisation des jeux édités en propre alors qu'il les développait. C'est une façon d'internaliser de la marge. Ah, bien sûr. Voilà, il y a d'autres exemples. Il y a le groupe Réalité qui est un promoteur immobilier également qui a besoin de façon intrinsèque de lever des fonds soit par dette, soit par augmentation de capital. Et voilà, c'était un exemple aussi sur l'année 2020 de cette raison-là, de lever pour qui reste accélérer. donc la raison principale pour laquelle les entreprises lèvent de l'argent en bourse. Oui. Financer la croissance, c'est ça. Oui, absolument. Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme objectif? Ça, c'est, vous dites, 40% des levées de fonds, 40% des entreprises qui réalisent des levées de fonds le font dans ce but-là. Hein. Oui, exactement. La seconde raison qui est invoquée, c'est en 30% des cas, c'est la nécessité de consolider le bilan. Parce que c'est vrai qu'on vient lever des fonds, des capitaux propres, lorsque souvent on ne peut plus lever de dette. Donc quand on ne peut plus lever de dette, ça veut dire qu'on est parfois en risque d'un point de vue bilanciel. Et donc là, c'est 30% des sociétés qui disent cette raison de façon plutôt ouverte. Et cette année, on peut noter par exemple Europcar, qui a fait une augmentation de capital. Ce sont des sujets dont on a parlé, une augmentation de capital de 50 millions d'euros dans le cadre de sa restructuration. Il y a d'autres sujets un peu emblématiques comme Marie Brizard. C'est la Europcar, pour ces boîtes-là, ça s'est passé comment justement l'augmentation de capital pour Europcar? C'est intéressant. C'est une augmentation de capital avec maintien de DPS, donc tout le monde pouvait participer. L'idée, c'était de pouvoir donner les moyens à Europcar. C'était dans le cadre d'une restructuration de sa dette également. Donc c'était lui donner les moyens de rembourser un peu sa dette
et puis de développer de nouveaux axes. Parce qu'en 2020, donc c'était 30% de chiffre d'affaires en moins, c'était 70 millions de résultats nets négatifs. Donc il fallait trouver des moyens pour, lorsque cette économie-là de location de voitures va repartir, pouvoir repartir avec. Ouais. Vous citiez Marie Brizard aussi dans les spiritueux. Qui a fait la plus grosse levée de fonds depuis le début de l'année avec 100 millions d'euros. Alors Marie Brizard, c'est une société qui était pas en croissance, qui n'était pas rentable. Et le Covid lui a posé des difficultés supplémentaires, bien sûr avec la distribution qui s'est arrêtée, la distribution physique. C'est une société qui est positionnée sur beaucoup de produits d'entrée de gamme. Il y a beaucoup de compétition sur ces produits-là. Société endettée, donc il faut recapitaliser pour... redonner du fuel à la société, éventuellement pouvoir se réendetter après. Voilà, il y en a eu d'autres. Il y a eu Solocal aussi, qui a maintenant complètement arrêté ses annuaires papier, qui est que sur le digital, mais qui a des fonds propres négatifs, donc qu'il a fallu recapitaliser à nouveau. On parle de décotes importantes pour ces opérations de levée de fonds bilancielles, entre guillemets. On parle, pour les augmentations de capital avec DPS plus élevées que pour les institutionnels, elles sont autour de 20%, donc c'est intéressant de rentrer pour les dossiers dans lesquels on a confiance, c'est intéressant de rentrer dans ces opérations, dans le cadre de ces opérations-là. Bon, financer la croissance, consolider le bilan, j'allais dire, c'est des raisons assez traditionnelles pour lever des capitaux via les marchés boursiers. Et puis, il y a également l'histoire de la R&D qui commence à apparaître dans les objectifs poursuivis par les entreprises qui viennent se financer sur le marché boursier, Cécile. Absolument. Alors, contrairement aux années précédentes où ce n'était pas forcément verbalisé, communiqué, cette année, il y a 20% des sociétés qui communiquent sur le fait qu'ils veulent lever des fonds pour financer leur R&D, pour financer leurs essais. Et pourquoi ? Parce que une bonne partie des sociétés qui ont levé de l'argent sont des biotech. C'était 40% des sociétés en 2020, c'était 20% en 2019, et c'est 50% sur ce début d'année 2021. Donc ces sociétés-là, alors qu'elles pouvaient communiquer éventuellement sur quelque chose de plus flou, comme la continuité de l'activité, parce que ces biotech ont besoin d'argent, ce sont des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, qui ont des frais de recherche. Là, l'inscrivait... noir sur blanc. Et puis, il faut rappeler aussi que les biotech, c'est un des secteurs qui a le mieux performé sur l'année 2020. Et c'est une façon de capitaliser sur la performance des cours que de faire des augmentations de capital sur des niveaux élevés de valorisation. Ça permet de moins diluer les actionnaires. Ça permet ce genre de choses. Et en même temps, d'avoir les moyens de financer les essais et la R&D. Oui, bien sûr, des biotech qui se sont bien financées depuis 2020 et ça semble continuer donc sur ce début d'année 2021. On fera le point, on essaiera de faire un point régulier sur ces levées de fonds avec vous tout au long de cette année. Ça démarre très très fort, vous le disiez, après déjà une année 2020 qui a été une année exceptionnelle, en tout cas très importante en matière de levée de fonds avec une augmentation des opérations de 50% et des fonds levés également qui ont augmenté de 50% l'an dernier sur le marché d'Euronext. Merci beaucoup Cécile, merci d'être venue nous voir ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème. Cécile Aboulian qui était avec nous en plateau, la responsable de l'analyse financière de Roland Corporate. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.